Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et de Jean-Nicolas Boucher. Vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, Les Injustes. Messieurs, bonsoir. Hey, bonsoir. D'abord, salutations, toujours ensemble pour on ne sait pas combien de temps, quoique notre région est maintenant orange. Éventuellement, on sera de retour dans nos magnifiques studios qui ont été updatés. J'ai hâte de vous présenter ça, les gars, tranquillement, pas vite. Là. Mon ancien set de cuisine nous sert maintenant de bureau. C'est du génie. Ça, on fait professionnel en tabarnak. On sonne big hein, en disant ça. Tu me forces à télétravailler dans le podcast. Ouais, je sais. Mais tu le déduiras de tes impôts si ça t'intéresse, Jean-Luc. C'est exactement ce que je vais faire. Hey, on va aller vite juste avec le menu de l'émission d'aujourd'hui. D'abord, on va vous parler du dernier anime de DC Comics, Batman Soul of the Dragon. Il y a 2 bandes annonces qui ont fait leur apparition sur les internets dans la dernière semaine. La Snyder Cut de Justice League. Hey, j'ai réécouté le film hier à TVA par pur hasard parce que j'avais rien d'autre à faire. On va s'en rejaser, là, mais ouf. Mortal Kombat aussi a eu une bande-annonce. On va vous parler d'une bande dessinée qu'on a eu l'occasion de lire à 3, Carbone et Silicium. WandaVision est rendu à son 7e épisode et une annonce de Todd McFarlane cette semaine. Et après l'achat de nos figurines, d'ailleurs, petite parenthèse, sont-tu belles ces figurines de McFarlane? Oui, toujours. C'est incroyable. J'ai acheté le Batman de Dead Metal, là. Puis je pense que tu es allé le chercher aussi, Alan, là. Sérieusement. Exactement, oui. Hey, Ça ajoute à ma collection des Sean Murphy, là. Elle est vraiment belle. Si vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus, là, c'est quoi, 25-30$ à peu près en C'est moyenne? 25$ la figurine, puis il y en a avec des plus gros morceaux parce que tu peux monter des pièces pour faire d'autres figurines avec, là, sur ta 28$ qu'il y en a, mais en général, c'est 25$ la figurine. Sérieusement, là, pour l'argent qu'on met dessus, là, la qualité est assez impressionnante. Là. Oui, oui. Tu sais, il y a des figurines de Star Wars qu'on payait plus cher que ça, qui étaient moins bien définies que celle-là. Là. Sérieusement, là, si vous cherchez peut-être là, entre la figurine d'action qu'on jouait quand on était jeune puis la statue qui n'est pas achetable, là, je pense que c'est un bel entre-deux. Là. Malgré le fait que Pourtant, c'est pas les déballer. Oh. Moi, je les déballe. Ouais. Là, mais... Moi, ils sont accrochés au mur dans leur boîte. T'es déballes pas, Alan? Pourquoi? Ma collection Sean Murphy, j'espère encore qu'il va venir un jour à Québec puis je vais pouvoir faire signer toutes les figurines. Oh, la bonne idée. Honnêtement, c'est vraiment une bonne idée. J'avais pas pensé à ça. C'est encore mieux de faire signer la figurine sur la figurine. Non, c'est un peu compliqué, puis c'est pas super chic. Mais je suis comme un enfant. Moi, quand je le reçois, je dois le déballer. Là. C'est la première chose que j'ai faite en arrivant. Là. Je défait la boîte. À peu près comme ma figurine de 300$ que le Flo, mon petit frère, a fait déballer. Là. Ben, écoute, c'est des enfants, c'est normal. Il y a juste nous autres qui gardent ça. Il est beau ton Master Chief. Ah, je peux-tu te déballer? Ouais, non, il vaut 300$, déballe pas ça. Touche pas à ça, mon petit cœur. Mais sont belles, si jamais vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus. Puis, t'as pas reçu encore ton spawn? Le premier conteneur a réussi à débarquer du bateau après 1 mois et demi à traiter dans la baie. Il est du côté. De quel côté, en tout cas? Je pense qu'il est sur la côte ouest américaine où il y a un line-up d'environ 200 bateaux qui attendent pour pouvoir débarquer des conteneurs. Là. Ouais. En tout cas, au moins, tu vas finir par l'avoir. Là. Ouais, sauf que, ouais, effectivement, la pandémie a cet effet-là. C'est que oui, ça a retardé les industries aussi, mais le monde du conteneur sur les bateaux, là, c'est un foutu bordel. Non, ça a l'air assez complexe, là, dépendamment de où est-ce que vous commandez vos trucs. Là, ça peut être un peu difficile. Mais bref, si jamais vous avez l'intention de vous griller d'une coupe de figurines, ça vaut la peine. Batman Soul of the Dragon, c'est le... comment on peut le présenter? Le 2e film d'animation après qu'ils aient décidé de comme fermer le rideau sur leur espèce d'univers partagé. On avait parlé de Men of Tomorrow que j'avais adoré. Je pense qu'on avait tous aimé celui-là. Oui. Ouais. On avait vraiment aimé ça, on en avait fait une critique. Là, c'était le 2e genre de Batman qui se déroule dans les 70s, un peu inspiré de tout ce qui se fait japonais de cette époque-là. Ou de c'est du Tarantino à la Kill Bill. C'est un Kill Bill. Ouais, c'est un genre de Kill Bill. Les gars, avant de vous donner mon impression, comment vous avez trouvé ça peut-être? Juste un tour de table au début? Je vais commencer. Personnellement, quand je vous en avais parlé, parce que j'avais checké l'introduction par le réalisateur, là, que le projet avait l'air m'intéresser.
que je l'ai écouté, sérieusement, c'est exactement ce que je m'attendais. J'ai eu vraiment du fun. Les séquences d'action sont super cool. Les personnages sont vraiment plaisants. Les séquences d'action, ça arrête presque jamais. C'est du beau karaté, ça a vraiment du sens. La petite musique est le fun, sauf qu'à un moment donné, je vais en parler tantôt, il y a une petite redondance là-dedans. Et Batman, c'est quoi? C'était la marque de commerce pour vendre. On a retenu les mêmes choses, Jean-Luc? Ouais, moi, c'est ça que j'allais dire. C'est un très mauvais Batman, mais un excellent film. Ben, c'est drôle. Moi, j'ai trippé sur la petite musique de film porno, là, un peu funky des années. J'aurais aimé ça si ça n'avait pas toujours été la même enchaîne. Là. À un moment donné, je me suis tanné, elle redécolle toujours au même moment. Moi, j'ai vraiment trippé, mais je me suis rendu compte, à peu près dans le milieu du film, que, c'était pas vraiment un film de Batman. Puis, tu sais, je ne sais pas pourquoi ils ont comme tenu à l'intégrer dans cette histoire-là, parce que, tu sais, il aurait pu pas être là. Ça aurait fait la job quand même, tu sais, donner un petit peu plus de place aux autres personnages. Puis, je me suis rendu compte que les films de Kung Fu, je les aime en live action. Je trouve que ça fonctionne moins bien en série animée comme ça. Les scènes d'action sont cool. Puis, tu sais, je veux dire, la poursuite avec Shiva sur la moto qui coupe des têtes de ninja, c'est vraiment cool. Mais tous les combats, on dirait que quand l'impact humain puis le hit est pas là, on dirait que ça vient moins me chercher. Fait que j'ai eu du fun quand même, mais j'aurais préféré ça en live. Moi, c'est spécial parce que je venais de finir Firepower de Robert Kirkman. Oh, ouais. shit, et il y a beaucoup de parallèles avec le film. J'y ai passé aussi. Puis ça a un peu changé ma perspective quand je l'ai écouté. Peut-être qu'il faudrait que je le réécoute un peu plus tard, mais moi, je vais vous le dire, je trouve que c'était pas à mon goût. J'ai pas super trippé. J'ai aimé quelques séquences, je suis prêt à donner des chances sur certains trucs, mais si vous me demandiez est-ce que c'était ton préféré dans les animes, j'ai de loin préféré Man of Tomorrow, que j'ai trouvé incroyable. Celui-là, j'ai trouvé qu'il y avait comme un letdown. Tu sais, oui, vous en avez parlé, Batman n'est pas là. Bon, avouons-le, quand il est là, c'est fucking awesome, par exemple. La scène du bar où il apparaît, là, d'ailleurs, il se change très vite, là, Bruce Wayne, là, ça ne prend pas trop de temps de changer, là. Mais quand il apparaît, puis que là, les corps lèvent dans les airs, les boomerangs apparaissent, puis, tu sais, c'est les moments où ils viennent casser le genre. Tu sais, genre, tout le monde est en karaté, tout le monde est en kung fu, Batman arrive, schlank, c'est réglé en 3 secondes. Parce que le gars, c'est Batman, tu sais. Puis ils ont essayé de travailler sur l'aspect de Batman qui lâche jamais, qui abandonne jamais, qui veut jamais, tu sais, il va toujours plus loin. Ça, j'ai trouvé ça correct. Mais overall, le film, je sais pas si justement, tu sais, il y avait des influences de Kill Bill, il y avait des influences, tu sais, moi je venais de lire Firepower, il y avait du James Bond beaucoup. Oui, il y avait la musique qui revenait tout le temps un peu redondante. Vers la fin, là, j'avais hâte que ça finisse. Je vais te dire le problème, c'est parce que quel film commence avec Richard Dragon, justement, qui fait son opening à la James Bond. C'est super cool, les séquences d'action fonctionnent bien. Là, la musique, t'es pas encore écœuré de l'entendre parce que c'est vraiment la même tune pendant 1h20, à un moment donné, ça vient l'autre. Dès qu'il y a du combat, c'est la même tune, puis à la fin, tu as un combat de 15 minutes, c'est qu'elle joue pendant 15 minutes les mêmes 25 secondes en boucle. Là. C'est très lourd, mais tu sais, le début, les séquences d'action, Richard Dragon, ça va super bien. Quand il va chercher Batman, Bruce Wayne à Gotham, puis qu'ils vont chercher le reste de la gang, donc de Shiva, de Bronze Tiger, puis il y en avait pas Richard Turner, ouais, le Bronze Tiger. Ouais, c'est M. Turner, puis ils vont chercher cette gang-là, tout ça va super bien, puis quand ils montrent les flashbacks qu'ils sont fait entraîner, c'est quoi ça s'appelle? C'est chose par balle. Landa par balle. Ouais. Tu sais, tout l'entraînement, tout ce qui se passe là avec le vieux sage qui fait rencontrer Kill Bill, c'est super le fun. C'est quand t'embarques dans Conan, le Destroyer contre Seth le Serpent, que ça commence à être bizarre un peu, là. Mais on a mélangé beaucoup de styles, hein? Je t'écoute parler, puis tu m'as parlé au début de James Bond, après ça, tu m'as parlé de 70s, après ça, tu me parles de Kill Bill, après ça... il aurait peut-être fallu se brancher. Ah, mais c'est ça, c'est parce que quel l'élément mystique est arrivé, puis que c'était des hommes serpents qui sont pointés là, on dirait qu'il y a comme une cassure, puis que dans quelque chose qui était très terre-à-terre, qui était très 70s, qui avait vraiment son look avec des ninjas, puis sa musique, que tu arrives avec des serpents, on dirait que le mood était cassé, puis que tu perdais l'intérêt, c'est que quand tu arrives au combat de la fin avec un gars qui a des bras serpents qui se bat, puis... ouais, l'espèce d'allemand, là. Ouais, là t'es comme plus sûr de ce que t'écoutes. C'est ça, c'est parce que c'est tout cet élément-là qui vient tuer l'intérêt du film One Shot. Je vous poserai la question, est-ce qu'ils se sont peut-être pas assez assumés? Parce que, tu sais, les 70s, c'est plus que des favoris, là, puis de la musique porno, là. Tu sais, moi, je m'attendais à peut-être être un peu plus encore dans cette ambiance-là, puis finalement, t'es pas tellement dedans, là. Ça aurait pu se passer à n'importe quelle année, puis ça aurait pas été plus grave que ça, là.
Ben, en fait, je pense que c'est un peu ça le problème du film. Il y a un Batman qui tire un peu le film vers le bas. On n'avait pas vraiment besoin. Puis, tu sais, c'est pas un grand scénario non plus. Là. C'est du réchauffé. Puis, on a vu ça 200 fois. Tu sais, pour mettre les gens qui nous écoutent en perspective, là, l'histoire, en gros, c'est que Superman, j'oublie tout le temps cette place-là, là où la Ligue des Assassins vient. T'as plein de guerriers qui s'entraînent là-bas sous les instructions d'un espèce de grand maître. C'est interdit pour eux d'aller derrière une porte mystique. T'as Batman qui s'entraîne là, mais t'as aussi 5 autres, normalement vilains dans l'univers de DC, là, ceux qu'on a nommés tantôt. Finalement, il arrive un événement qui fait qu'ils sont obligés de se séparer, ils gagnent leur entraînement, mais là, ils sont obligés de revenir ensemble parce que quelqu'un essaye de s'emparer de la porte mystique. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une espèce de culte en arrière de cette porte-là. Il y a un enfant qu'on a élevé dans l'idée que c'était le Chosen One d'ouvrir cette porte-là. Puis effectivement, il ouvre la porte. Puis la manière que le film est structuré, on réintroduit chacun des personnages, puis on voit un petit peu son passé, son entraînement, puis ça nous met une idée de la personnalité. Puis ce côté-là, c'est quand même bien réussi. T'sais, moi, je trouvais que après genre 2 personnages, tu sais exactement ce qui va se passer. Bon, ils vont aller chercher le prochain. Quand ils vont arriver, ils vont se battre. Après, ils vont nous montrer un bout d'histoire. Après, ça va continuer à avancer. Mais je veux dire, ça fonctionne quand même bien. Puis les personnages, ils bounce off de bonne manière entre eux. Ben, moi, j'ai adoré Lady Shiva. En passant, moi, c'est mon coup de cœur dans ce film-là, Lady Shiva. Il n'y a pas assez de Lady Shiva, je pense, dans les animes. Ben, on n'est pas habitué de les voir dans des rôles on va dire, d'anti-héros non plus. Elle est efficace, mais c'est ça aussi qui était drôle là-dedans, comme tantôt que j'avais dit, c'est que le nom de Batman a été mis pour un branding pour vendre le film parce qu'il ne sert vraiment à rien. Parce qu'en plus de ne pas le voir en costume, tu le vois en 1h20, tu dois le voir 8 minutes. Je pense que tu le vois 3 fois. Tu le vois dans la scène de la fin, la scène que je t'ai parlé tantôt, puis une entre les deux quand il tombe en parachute. Puis le plus drôle, c'est que Batman, dans ce film-là, c'est l'underdog. C'est celui que tout le monde est capable de casser la gueule. C'est le moins bon ninja de la gang. C'est celui que tout le monde peut torcher. C'est vraiment le gars le plus mauvais de la gang. C'est juste que lui, si tu casses les 2 jambes, les 2 bras, puis s'il arrache la tête, il va continuer à avancer par rapport aux autres. Exact. Puis ça, j'ai trouvé ça quand même bien. Ça, c'est le bout que j'ai peut-être aimé. Et là, je sais que je devrais pas en parler, mais je vais en parler pareil. Là. Tu veux parler de Wonder Woman? Moi? L'absence de Wonder Woman. Pour raconter l'histoire, j'achète le film après des pressions de Alan, dois-je le dire. Non, c'est pas vrai, ça me prend pas grand-chose pour dépenser. Fait que j'arrive, j'achète le film, et sur le côté du film, vous savez, cette espèce de petit carré dans le haut, là, où on voit des personnages ou des fois des trucs qui sont associés avec le film qu'on a acheté. Et dans le cas de Soul of the Dragon, c'est une petite Wonder Woman qui est sur le côté. Alors moi, tout le long du film, j'attendais Wonder Woman. Et surtout, la Wonder Woman qui est sur le côté, elle fait pas en tout avec le style de dessin du film. Ça n'a aucun fucking rapport. Zéro avec une barre. Puis là, je l'attends. Puis tu sais, vers la fin, quand ils se mettent à parler de Dieu puis de trucs, puis là, je me dis, OK, fait que dans le fond, tu sais, la solution, ça va être Wonder Woman qui va arriver, genre. Et Martin de venir me dire ça. Il dit, oui, j'ai entendu tout le long Wonder Woman arrive. J'ai dit, pourquoi? Quand ça, Wonder Woman? Elle n'a jamais été dans le scénario du film. Il fait comme, ben oui, mais Chris, c'est dans le côté de la boîte. Moi, je fais, Martin, c'est un bout de dé. Je fais comme, le premier film, c'était l'autre bout du dé, puis après le prochain film, ça va être un C qui va te donner. Fait comment est ça? Et là, je cherche mon Superman Man of Tomorrow, je mets les 2 boîtes ensemble, puis je fais comme, regarde, man. Je colle les 2 films, puis je me rends compte que sur Man of Tomorrow, il y a le bras de la Wonder Woman. Puis je fais comme, je l'ai jamais allumé. J'ai zéro. De la façon qu'il l'avait placé dans son étagère, c'est parce qu'il avait mis un autre film entre les deux. Ça fait que tu as fait sur Wonder Woman, un film, puis dans la petite boîte à côté, il y avait le bras de Wonder Woman. C'est que il y avait 5 mm entre les deux pour montrer le bras qui fitait, puis il n'a jamais vu. J'ai jamais vu. Le cul pour nous faire un beau dessin sur le côté. Martin brisait ça. Mais, puis en plus, tu sais, je me suis dit, il y a peut-être un, tu sais, parce que alors, je devrais pas dire ça, c'est aussi niaiseux que quand Homer dit qu'ils sont allés pêcher après avoir mangé tout ce qu'il y avait des buffets gratuits, là. Mais c'est parce que je me suis mis à écouter les extras en me disant qu'il y avait peut-être un short de Wonder Woman ou quelque chose qui fitait. Je cherchais à payer un peu, là. Je l'ai vraiment cherché, mais je l'ai jamais trouvé. Par contre, ça m'a permis de voir les previews du prochain anime dont on parlera éventuellement quand il va sortir, celui sur la Justice Society. Hein? La Deuxième Guerre mondiale. Avec ça a l'air bon. Ça a vraiment l'air bien. Là. Je sais pas s'ils se sont basés sur New Frontier, mais quoi, ils l'avaient déjà fait, New Frontier. Ouais, déjà. Mais ça va être intéressant.
c'est pas grave. Rien que le fait que dans les films, ils sortent du look du New 52 qu'il y en avait dans les derniers films, puis de la continuité, là, ça fait vraiment, vraiment du bien. Ouais, ça fait du bien. Puis j'haïs pas. Tu sais, j'avais été critique de l'animation pour Man of Tomorrow. Je t'avais dit que j'étais pas sûr d'aimer l'animation, mais finalement, ça passe. C'est sûr qu'elle n'est pas distinctive. Là, je veux dire, tu fais pas comme oh wow, ils se sont forcés sur l'animation, mais elle ne nuit pas non plus au film. Non, c'est fluide, c'est beau, c'est correct. Oh, oui, c'est bien correct. La déception que j'avais eue, ça m'a fait un peu penser à Batman Ninja, vous vous en souvenez? Ouais. C'est le meilleur. Pourtant, il n'y a pas eu de robot à la fin. Là. Hey, c'était-tu mauvais, ça? Mais tu sais, dans le hype de me dire, ça va être bon, puis finalement faire comme, t'es juste, OK. Ouais. Si les châteaux ne seraient pas transformés en robots, ça aurait déjà été mieux. Ah, mais les singes? Ben, les singes qui ont fait un Robin, là. Le bout du singe, là, c'était quelque chose aussi, là. Ouais. L'as-tu vu, Jean-Nic? Ne déterreront pas les anciens artefacts, je pense. Batman Ninja peut rester dormir dans la cave. Hey, pendant qu'on parle de DC Comics, il y a deux choses dont tu voulais nous parler, Alan. D'abord, je voulais qu'on parle de l'espèce de... Je sais pas si tu l'avais dans tes sujets, mais l'espèce de rumeur de rachat par les fans. C'est quoi cette patente-là? Dans le fond, on sait tous que DC, ça va pas super bien au niveau des comics, puis que AT&T prend ça très au sérieux, la bande dessinée américaine. Déjà, dans leur manie de vouloir lancer de plus en plus de Digital First, il y a de plus en plus de rumeurs qui parlent de quoi ils voudraient se départir de la division comics, donc tout ce qui est imprimerie haut. Il y a eu des rumeurs comme de quoi que Marvel, Disney aurait pu y racheter, que plein d'autres personnes y auraient appelé. Puis la dernière grosse rumeur là, qui avait plus de sens, qui avait sorti, c'est qu'il parlait de Penguin, qui serait peut-être intéressé à racheter cette division. Parce qu'ils font déjà affaire, les deux, là. Ben, ça serait pas fou. Ça serait pas fou, sauf que c'est encore une fois, c'est inquiétant pour DC parce que depuis leur nouveau branding, on a parlé de la fin du dernier Dead Metal où ils peuvent mélanger tous les multivers, tous les personnages, puis fuck la conséquence, fuck la continuité, puis on fait à peu près n'importe quoi. Ils disent ça pendant les 3 premiers mois, puis ça sera pas trop long qu'un gros méga event va arriver pour augmenter les ventes. Mais qu'est-ce qui va se passer avec DC, encore une fois? Là? Déjà qu'ils sont sortis du preview, les commandés comics, c'est le bordel pour tout le monde. S'ils sont pour encore changer de publisher... Non, ça sera pas évident. Ils s'aident pas. En même temps, ça va pas très bien pour le comic en général, parce qu'on apprend hier que Diamond Comics vont fermer un de leurs plus gros entrepôts là, cette semaine. Ils sont vraiment dans la marde, puis au final, en ce moment, ce que les comic shops sont en train de se rendre compte, c'est que la stratégie de DC était drastique, mais finalement, c'était peut-être la meilleure chose à faire. Ils ont sorti de ce navire-là avant que ça coule. Là, comme tu dis, Alan, la rumeur, c'est qu'il y a peut-être des gros noms aussi, de genre des collectionneurs qui voudraient se joindre à Penguin, dans le fond, pour diriger la ligne. Sur papier, ça a l'air bien le fun. Moi, je me dis, ouais, mais c'est bien beau de dire que, genre, une entité haute comme Penguin va gérer la partie comique, mais je veux dire, en haut, là, Warner et AT&T, ils vont vouloir contrôler aussi leur image de marque. Là. Eux autres, ils vont y aller avec leur film, avec leur série, puis je suis pas sûr qu'ils vont laisser carte blanche à quelqu'un d'autre de jouer avec leur propriété intellectuelle. Mais juste pour faire un peu d'histoire, là, ça sera quand même pas la première fois qu'une division comique, si on prend par exemple l'histoire de Marvel, là, quand on remonte au premier fondement de Marvel dans les années 50-60, quand Goodman était au-dessus de tout ça, ça a toujours été le parent pauvre. C'était toujours l'épine dans le pied. On savait jamais quoi faire avec ça. On a reparti à compagnie sur à peu près 6 noms différents avant de faire une branche, puis d'être acheté par un autre, faillite, racheté. Là, c'est correct, Disney les ont, puis ils ont l'air de vouloir les garder stables. Mais tu sais, dans le monde du comic, une grosse stabilité de publisher, ça n'a jamais été dans l'industrie. IDW, qui n'arrête pas de caler de l'argent aussi, là, là, quelques semaines, ils ont commencé à liquider leur division de jeux de société. Ouch! Pourtant, c'est pas supposé être une division qui perd de l'argent, ça? Ben, mon jeu de Turtle que j'ai acheté, c'est du IDW. Celui de Batman que j'attends, c'est du IDW. Il y avait un autre Kickstarter sur Metal Gear Solid qui était supposé sortir, le jeu de société. Ils l'ont cancellé, il ne sortira plus partout. Lui, il est mort. Au niveau de leur bande dessinée, IDW, ça ne va pas du tout non plus. Il ne faut pas oublier que les autres, tout ce qu'ils ont, c'est des franchises. Effectivement, ils n'ont pas rien d'original. Ils ont Turtle, ils ont la Transformers. Transformers, ils font du branding aussi pour Marvel, pour certains de leurs personnages, donc avec Disney, donc ils n'ont rien qui leur appartient. Ça va être très, très tough. Et le modèle de Image semble encore être le meilleur actuellement. Là, j'ai pas trop de...
Image, le monde comme le AWA contribue beaucoup parce qu'Axel Alonso et Straczynski, eux autres, c'est des indépendants, ce qui font que c'est pour ça que leurs comics sont encore abordables parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tant de loyer que ça à payer. Mm-hmm. Bref, on va suivre ça, évidemment, puis on va regarder qu'est-ce que ça va donner. Je vous en reparlerai dans mon poison parce que je suis justement en train de lire quelque chose là-dessus sur l'histoire de la publication de Marvel, entre autres. Je vous en ferai un petit résumé tantôt d'un poison. C'est vraiment intéressant. 2 bandes annonces qui sont... Hey, peut-être avant, Digital First, t'en as parlé un peu, Alan. On a su aussi que le Superman de Donner et le Batman de Burton vont avoir des suites. Oui, effectivement. Hey, ça là, c'est selon moi la meilleure nouvelle de la semaine. Vous allez me traiter de sale fan de Batman et vous avez tout à fait raison. Mais d'avoir la suite de Batman fait par le scénariste qui était sur Batman, ça là, pour moi, là, c'est du gros gâteau au chocolat, 8 étages. Là. J'ai tellement hâte de lire ça, je peux même pas vous dire à quel point j'ai hâte. Digital First. Il y a ça, mais là, on sait que les Digital First finissent par sortir en TP. Là. On le voit, par exemple, avec... Moi, je prédis que pour DC, ça va devenir la norme. Ouais, ça ils vont sortir, le single issue va sortir en digital, puis ils vont faire des TP après avec les collections. J'ai hâte de voir, mais en tout cas, Batman 89, qui était sur le même modèle que leur Batman 66, puis Wonder Woman 77, je pense, puis Superman, ça va être Superman 78. Donc, ça va suivre après Superman 2, si ma mémoire est bonne. Puis pour ce qui est de Batman, c'est après Batman Returns, donc le retour de Catwoman. Wouhou! Le film avait fini avec ça, fait qu'on ne sait pas trop où est-ce que ça s'en allait. Puis j'ai hâte de voir s'ils vont y avoir pensé à connecter avec ce qui s'en vient pour Flashpoint, pensez-vous? J'ai des gros doutes. Moi, je ne penserais pas, non. Parce qu'on est supposé le revoir. Ouais, sauf qu'ils ne mélangeront pas la BD avec les films. Ils feront pas. J'ai l'impression que DC l'a jamais fait. Je pense pas qu'ils veulent utiliser le branding de leur film pour vendre la BD comme Marvel l'a fait avec leurs personnages, que jusqu'à chaque film enlignait le comics et même l'allure des personnages. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Puis le fait que le scénariste soit là, ben, c'est quand même encourageant. Ça veut dire que on va être probablement dans la même lignée. Puis la BD n'ayant pas les mêmes limites que le cinéma, j'ai hâte de voir si ça changera pas aussi la façon dont on va voir l'action dans cette BD-là. Parce que le film... Est-ce que Batman va pouvoir virer son coup? C'est ça, tu étais limité par ce qu'il y avait sur le set. Alors puis ça aussi, des fois, c'est le fun quand t'as des limites comme ça qui te permettent de faire des petits détours puis de chercher des trucs qui finissent par être... T'es en train de dire que Batman n'aurait pas pu être Captain America dans Endgame, qu'il aurait fait à ta gauche, il aurait fait où ça? Il aurait fait en haut ou en bas, pas à gauche ou à droite. Je peux pas. Mais intéressant, fait qu'on va suivre ça. Hey, 2 bandes annonces. J'ai le goût de commencer pour finir d'ici d'une claque, là, le Snyder Cut, donc Zack Snyder qui a présenté une nouvelle bande annonce de sa Justice League. Contrairement à la première, on se rend compte que finalement l'histoire ne sera pas tant différente de ce qu'on a déjà pas mal vu. Elle va juste avoir 2h30 de plus. Et que, pour moi, il va y avoir quelques différences. Ouais, mais ça a l'air d'être surtout des histoires d'à côté, genre Flash, Cyborg. Superman va être refait au grand complet. Ouais, l'arc de Superman au complet. Et il ne faut pas oublier que Cyborg puis The Flash étaient supposés avoir leur propre film qui était un genre de film body-body, sauf que vu que c'est jamais arrivé puis que Cyborg, je pense qu'il ne reviendra plus. En tout cas, moi, on n'en parlera pas de ça. À un moment donné, c'est des sujets là, qui sont un petit peu particuliers parce que d'un bord ou de l'autre, je pense que personne ne peut avoir totalement raison. On n'était pas là. S'enfoncer, effectivement. Donc, puis avec tout ce qui est sorti sur Josh Whedon dernièrement, on peut-tu vraiment embarquer dans ce sujet-là? Donc, moi, j'ai l'impression que ça va être un film qui va être différent. Au niveau du ton, ça va être semblable, dans ce cas des couleurs, mais c'est sûr que ça va être moins drôle. J'ai toujours autant de misère avec les effets spéciaux de ce film-là. C'est quelque chose qui était pas beau à l'époque, ça a mal vieilli. Mais mon intérêt pour le voir, moi je vais te dire, il est élevé. Il est élevé. J'ai hâte de voir ça parce que ça fait longtemps qu'on en parle. On n'a tellement jamais voulu croire à ce projet-là que ça allait arriver, que maintenant que ça arrive, on n'a comme pas le choix d'avoir un intérêt puis de dire on va regarder si ça valait vraiment la peine pour qu'il y ait eu des débats pendant autant d'années. C'est que j'espère que ça va avoir la peine. Puis j'espère qu'on va apprécier le film. Sinon, on va faire tout ça pour ça. Puis si ça arrive et on dit tout ça pour ça, ça va faire mal à HBO Max. Ça va faire mal à Warner. Puis ça va faire mal à DC en général. Jean-Nic? Moi, je vais garder la... Tu sais, j'ai trouvé que la bande-annonce était efficace, mais tu sais, elle représentait tout ce que j'ai de Zack Snyder et de son traitement de l'univers de DC. C'est drabe, c'est rouge, c'est noir, c'est pas beau.
Effectivement, comme Alan, je suis convaincu que l'humour va prendre le bord. Oui, on va refaire l'histoire, surtout celle de Superman, mais au final, je pense que ça va raconter la même chose. Ils vont le ramener à la vie, il va avoir son suit noir, il va être méchant. Finalement, ils vont revenir. Je pense qu'on va rajouter bien du stock sur ce qu'ils appelle le Nightmare, l'espèce de futur post-apocalyptique où... ça semble être le seul reshoot qu'ils ont fait d'ailleurs. Hein? Ben, ça semble avoir été confirmé. Deborah Snyder, la conjointe de Zack Snyder, qui est aussi productrice sur le film, a dit en entrevue qu'essentiellement, ils ont du tournage, ils en ont fait pendant 3 jours, puis c'est comme une scène qu'ils ont retournée. Là, en même temps, Chris, le film va faire 4 heures. Fait que, genre, à force d'aller fouiller un peu partout, gratter toutes les scènes, puis étirer toutes, je pense que ce qu'ils ont shooté, ça va peut-être représenter, moi, je sais pas, une demi-heure, 45 minutes de nouveau matériel. Puis, ça va être surtout des dialogues. Ben, le Joker, je pense, fait partie de ces fameux reshoots-là, parce qu'il n'a jamais été question que le Joker soit dans ce film-là, même à l'époque où Schneider était à la tête de tout. Là. Mais honnêtement, j'espère que ça va fonctionner puis que ça va donner une deuxième chance à Suicide Squad aussi. Tu vois la vision de David Ayer. D'ailleurs, Ayer est un réalisateur que j'aime déjà mieux, qui a réussi à faire des films qui étaient très intéressants. Lui, voir sa vraie vision, ça, je serais content de l'avoir. J'aurais peut-être plus d'attente justement à celle-là, parce que Schneider, on le connaît. T'sais, si vous n'avez pas aimé Batman v Superman ou que vous n'avez pas aimé Man of Steel, il y avait très peu de chances que vous aimiez Justice League. Là. Je veux dire, c'est son style, il est comme ça. Moi, je l'aime pour certains trucs, je le déteste pour d'autres, mais on le connaît. Ayer, dans cet univers-là, c'était une première, puis effectivement, il s'est fait fourrer son film par les insuccès des autres, puis j'aurais aimé ça le voir. J'aurais aimé ça le voir. La finale du film avait juste aucun fucking sens. Encore une fois, on voyait un film qui aurait été réécrit à dernière seconde, puis des séquences qui avaient été ajoutées random, là, parce que ça n'avait aucun rapport à ce film-là. Je vous disais hier que j'ai réécouté Justice League par hasard hier parce qu'il passait à la TVA. Puis tu sais, je suis un peu d'accord avec vous. Moi, les bouts où Aquaman est assis sur le lasso de la vérité de Wonder Woman, ça, on verra plus ça. Là. Puis Batman qui se plaint à terre que oui, finalement, il saigne. D'après moi, on verra pas ça non plus. La seule chose que je vais regretter peut-être, c'est que pour une des rares fois, on peut dire ce qu'on veut de Whedon, mais je pense que le Superman qu'on a vu aussi brièvement, j'en aurais pris 2 films de ça. Oui, tout dépend. Parce qu'il ne faut pas oublier que Whedon avait poussé ce Superman-là parce que le monde avait beaucoup chiolé de c'est ça qu'on n'avait pas eu. C'est que c'était Whedon, les studios qui avaient demandé ça plus. Là. On ne le saura jamais. Là. Oui, mais Whedon, c'est un gars de comique aussi. Il connaît ça. Je veux dire, Snyder, lui, il prenait ces personnages-là puis il voulait donner son interprétation. Puis fine, moi, je ne l'aime pas, mais c'est correct que lui va le donner. Whedon, c'est un gars qui connaît un peu mieux l'univers et ces personnages-là. Puis son Superman, je l'ai réécouté encore hier, puis les couleurs bright de son costume, il est dans les airs, il vole un peu dans les airs, semi dans les airs pour donner son coup de poing de haut, il fait des jokes un peu campy, comme à la Christopher Reeve, il a un sourire, il s'inquiète de ses partners, je vais aller sauver les villageois avant de venir séparer les Mother Box, puis là j'étais comme... Non, ça c'est Superman. Dans ma tête, c'est Superman. Moi, c'est peut-être le seul regret que je vais avoir de retourner dans cette version où Superman est en perpétuelle dépression. Tu vas peut-être être surpris, par exemple. Peut-être, je sais pas. Effectivement, on l'a pas vu. Et moi, je souhaite un succès mitigé au Snyder Cut parce que ce que j'ai peur, là, ce que je voudrais qu'il arrive surtout pas, ils sont pas engagés. Un gros succès, là, puis qu'il repitch Snyder puis ils disent bon, OK, on te ramène dans la gang puis on t'ordonne. S'il te plaît, non. Là. J'espère que le film va fonctionner correctement. À la limite, ils donneront genre une série ou bien ils feront genre je sais pas moi, un Justice League 2 dans son univers ou bien quelque chose, mais ramenez le but à la franchise, s'il vous plaît. Là. J'ai hâte au Batman qui s'en vient. J'ai fucking hâte au Suicide Squad de James Gunn. Je suis curieux de voir Aquaman 2, Shazam 2. Je veux plus les affaires de Zack Snyder. Effectivement. Donc, on va voir. Maintenant, juste pour la distribution, Alan, peut-être nous mettre à jour. Là, finalement, on va parler de l'autre bande-annonce avant parce qu'elle a subi le même problème, n'oublie pas. Oui, c'est vrai, effectivement. Morgan Kombat! Bon, très bonne imitation. Merci, Alan. Oui, c'est ça. Donc, Mortal Kombat. Merci beaucoup. Mais... premièrement, ça fait une surprise parce qu'on a tellement entendu parler que je savais pas qu'on allait finir par voir la bande-annonce. Là. Je me demandais où c'était rendu. Voir la bande-annonce d'un film qui va sortir le 16 avril, c'est qu'on voit la première bande-annonce même pas 2 mois avec un film sort. Là. Puis moi, honnêtement, mon cœur d'enfant a saigné. Là. J'ai fait comme « Oh, wow! » J'ai tellement trouvé la bande-annonce belle. Moi, j'ai le goût de le voir. Vraiment beaucoup. Là.
Ben, le look des personnages ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans Mortal Kombat 10 et 11. Tout ce qu'on a vu de passes de combat comme Sub-Zero qui fait un mur de glace, tirer le monde bord à bord, ça, c'est des trucs qu'on voit dans Mortal Kombat 10 et 11. C'est vraiment des passes qu'on voit dans les jeux. Il y a de l'avoir beaucoup de fanservice. Comme je dis, les costumes sont beaux. Au niveau du gore, ils ont fait un Red Band trailer. Ça fait qu'on a très bien vu ce qui se passait. C'est que ça saigne. Ça saigne. Rien qu'au début, qu'on voit quand Jack s'est perdu ses bras, que Sub-Zero, il gèle les deux puis il les pète là. Tu vois que ça va être violent. Ouais, je me suis fait chicaner par ma blonde. T'as montré ça à tes enfants? Ouais, j'ai dit à mon gars, viens voir ça, man. Mortal Kombat, on va pouvoir l'écouter ensemble. Il a pas aimé ça. Il a pas, non. Il dit, papa, je veux pas voir ça. Je dis, OK. Ben, moi, j'ai trouvé ça cool. Ouais, personnellement, la bande-annonce, moi, m'a vraiment hypé. J'en vois une petite réticence. J'espère que Jean-Nic n'embarquera pas sa main, mais vas-y, Jean-Nic, c'est ton avis? Ben, tu sais, ça reste un film adapté de Mortal Kombat. Ouais, oui. Moi, je suis enthousiaste. Je pense que, tu sais, je vais écouter ça une fois, je vais triper, puis ça va être ça. Mais je trouve que c'est efficace. J'étais content de voir que, tu sais, il semble respecter un peu l'histoire. On voit Scorpions avant qu'il soit avec son costume. Puis, tu sais, je pense que ça va être cool, puis ça a du potentiel. Mais, tu sais, ça sera pas plus qu'un super film de combat avec des passes violentes. Ouais, mais attends un peu, là. Moi, les premiers Mortal Kombat ont une place bien spéciale dans mon cœur. Le premier, pas le deuxième. Le deuxième, c'est une catastrophe. Mais le premier, là, aussi cheesy et mal fait que ça puisse être, là, j'aime encore ça de réécouter. C'est un des premiers films d'Hollywood avec des séquences. C'est des plans séquences de combat. Le réalisateur voulait que tous ces combats soient un seul plan séquence. C'est pour ça que les combats étaient tous de moins de 3 minutes. Mais c'est du génie. Un des seuls combats qui était en deux, c'était Johnny contre Scorpion parce qu'il changeait de dimension. Dans le fond, il changeait de plan. Ouais, il était pas à m'amener genre dans une espèce de labyrinthe, là. Ben après, ils ont sorti en forêt, là. C'était un des seuls. Mais tu sais, Liu Kang comme Sub-Zero, c'était one take. C'était l'objectif de ce film-là, puis ça avait très bien fonctionné. Ben, il faut dire que Monsieur Anderson, c'est un des seuls bons films qu'il a fait. Mais parlant de Mortal Kombat, mettons, de Anderson aussi, et la crainte que j'ai avec ce film-là, hier soir, j'ai écouté Monster Hunter de M. Jamais Paul W.S. Anderson. Avec sa femme? Ouais, encore avec sa femme. Il faut bien qu'il donne de la job, il faut bien qu'il se crée de la job avec. Donc, le problème de ce film-là, c'est que c'était basé sur un univers de jeux vidéo, un MMORPG. Donc, tu es un gars avec une épée géante, puis tu tues des gros monstres pour ramasser des affaires pour faire des armes plus gros. Ils ont pris cet univers-là, puis ils ont pris des soldats américains, ils les ont fait changer de dimension pour nous faire découvrir cet univers-là, et ça fait que ça scrape toute l'ambiance, ça scrape tout, puis tu n'as plus d'histoire, puis il n'y a plus rien qui marche. Dans Mortal Kombat, le personnage qui nous présente au début, qu'on voit tout le long, s'appelle Cole Young. Ça va être Johnny Cage. Ça va être Johnny Cage. Check non, 20$, ça va être Johnny Cage. Le personnage va devenir Johnny Cage, je suis sûr. Toi, t'espères que ça soit... Parce que moi, j'ai peur qu'il nous... J'ai peur qu'il nous crisse comme un personnage tierce qui va être comme le témoin qui va nous permettre de nous faire expliquer le mytho. C'est le gars qui connaît rien puis qui pose des questions parce qu'il n'est pas au courant. Ouais. Oh non, genre le gars qui est supposé nous représenter dans le film. Là. Ouais, exactement. Ouais. C'est que j'ai dans Monster Hunter. C'est pour ça qu'ils ont mis des soldats américains. C'est parce qu'ils pour nous représenter dans un univers qu'on connaît pas. J'ai tellement peur que ça fasse ça, là. L'un n'invalide pas l'autre. Ça va être son rôle, mais il va devenir comme tout. Ah, mais c'est vrai que ça va être mauvais. Tu sais, il présente... alors, vous vouliez Liu Kang, vous vouliez Sub-Zero, vous vouliez Reptile, et on a aussi Jimmy, qui... que vous avez jamais vu. C'est où Johnny Cage? Vous savez pas c'est qui. Principal de la franchise. Vous savez pas c'est qui. Mais il va vous aider à comprendre l'univers, parce que Jimmy pose des questions. Il a appris de karaté pendant 3 heures chez Cobra Kai, ça fait que c'est devenu un tueur en série, là, ça fait qu'il va torcher tout le monde, parce que chez Cobra Kai, en 3 heures, t'es un maître ninja. Exact, fait qu'il va pouvoir aller nous aider à comprendre l'univers de Mortal Kombat. Mais c'est la grosse crainte que j'ai par rapport à ça, de créer un nouveau personnage puis de l'introduire pour être moi dans un film qui découvre quelque chose, là. Ouais. C'est une trop qu'on a. Ça fait 30 ans que la franchise existe. Là. Si tu sais pas c'est quoi encore Mortal Kombat, c'est parce que tu n'as jamais fessé ton frère de ta vie. De toute façon, c'est un peu comme le même principe. Puis là, je vais probablement brusquer les puristes, là, mais c'est le même principe que Godzilla. Là. Je m'en crisse de l'histoire. Là. Je veux voir les combats. C'est un peu comme... on s'en fout du texte. Moi, ce que je veux voir, c'est les crapauds. Les crapauds.
Tu sais, je m'en crisse de l'histoire. Ben, ça, je pense que ça va être bien respecté. Puis, ça semble être un gros projet de studio parce que le réalisateur du film, là, c'est son premier projet. C'est vraiment un illustre inconnu. Là. Le scénariste, c'est un vert aussi. Là. Il a écrit le scénario du nouveau Resident Evil, puis il a écrit ça. Fait que, genre, c'est vrai. Mais par contre, le producteur du film, c'est James Wan. Oui, effectivement. Ça, d'après moi, c'est un film que le producteur va peser très, 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 très fort là-dedans. Mais tu voulais me parler de distribution parce que c'est le même studio. Je veux juste que tu m'en jases un peu parce que là, ces films-là, on vient d'en parler. On va-tu pouvoir les voir? Ce qui arrive, c'est que ça va distribuer, c'est HBO Max, les deux. Mortal Kombat, je ne me trompe pas, il est supposé avoir une division au cinéma comme Godzilla. OK. C'est que si on est chanceux, vu que c'est 16 avril, c'est qu'on a encore plus de chances que Godzilla de l'avoir en salle, même ici, nous autres. C'est tout continue à bien aller comme ça. Mais au niveau de Justice League, c'est que le film est seulement HBO Max. Puis encore, la semaine passée, il n'y avait aucune distribution qui était ailleurs que les États-Unis. Et il a fallu qu'il y ait de la pression de tout le monde pour dire Warner, Chris, c'est 350 millions de personnes, on est 8 milliards de tatas à la planète. Puis il n'y a pas juste 350 millions de fans de Justice League. Là, ça fait que le ratio n'est pas bon. Ça fait qu'ils ont fallu qu'ils rushent pour réussir à faire une distribution à la Wonder Woman encore, que ça va sortir sur des plateformes un peu partout, tout croche. Et encore une fois, ils ont fait le mur de la France et de la Chine. Puis 4 heures de film, combien ça va coûter? Ça a coûté 30$ pour 2 heures. Non, mais ça peut pas coûter plus que 30$. Parce que le problème, il ne faut pas oublier que si Wonder Woman, vous n'avez pas réussi à l'écouter en français, c'est parce qu'en Europe, il n'était pas disponible à la location, il était seulement disponible en salle. Et tant qu'une distribution est en salle en Europe, tu ne peux pas voir le français ailleurs dans le monde. Il ne le sera jamais en France. Eux autres, dans le loi, un film ne peut pas sortir avant les salles sur une plateforme. Il faudra qu'ils respectent le délai. Je ne me rappelle plus c'est combien de semaines avant qu'on soit capable d'avoir le français ici. Donc, même à la réouverture des cinémas actuellement, Wonder Woman ne sera pas en français? Wonder Woman, oui, on va l'avoir en français. Tu peux le louer. Ça fait 2 semaines qu'il est disponible en français, Wonder Woman. Ici, il a passé le délai de nombre de semaines pour que ça puisse sortir du quota du temps des salles. C'est que, est-ce qu'on va avoir le même problème avec Justice League? Ouais. On s'entend que je voulais pas nécessairement le voir en salle. Là, 4 heures assis dans un cinéma, ça me tentait pas non plus. Là. Ouais. Puis, oubliez pas que ce qu'on parle jamais du deal de HBO, c'est que ils font des sorties streaming et salles en même temps. Eux autres, là, ils sont à mancher pour que si le cinéma réouvre à peu près partout sur la planète au mois de juin, eux autres, ils vont être prêts à sortir le film en salle, mais ils vont sortir en streaming aussi. Ils sont prêts à assumer le fait qu'il y en a une couple qui vont l'acheter presque dans le salon, qui ne voudront pas retourner dans les salles, mais en même temps, ils vont être capables de fournir les cinémas avec les produits. J'ai hâte de voir parce que là, c'est vrai que le délai est quand même court, là, dans le sens où pour Mortal Kombat, c'est le 16 avril. Pour Kong, c'est quoi? C'est 30 mars? 31 mars. 31 mars ils ont 2 semaines d'intervalle, le Kong puis Mortal Kombat. En même temps, les salles vont être avides de présenter des nouveautés. Ils ne voudront pas se mettre à présenter juste des vieux films comme ils ont fait l'été dernier. C'est sûr que les salles qui vont être ouvertes, ils vont le proposer. Là. C'est pour ça que j'espère que nous autres, ça va être le cas, on va être capable de les voir. Puis de toute façon, je préfère payer 15$ pour aller voir un film au cinéma que le 30$ pour aller voir dans mon salon. Là. Exact. Moi, Wonder Woman, ça n'a pas été une super de belle expérience. Je vais te dire, franchement, j'ai même trouvé ça un petit peu triste à la limite. Là. J'étais comme seul chez nous à écouter ça. J'étais comme, pourquoi? Ça vient de coûter 30$. Dans 2 semaines, on va pouvoir retourner le voir au cinéma? Non. Je ne retournerai pas le voir au cinéma. À moins qu'il y ait quelque chose d'autre de vraiment cool. Là, à ce moment-là, je vais peut-être m'orienter plus. Mais non, les chances que j'y retourne sont quand même assez faibles. Hey, on va parler un peu de BD européenne. On n'en parle pas souvent dans le podcast, mais j'ai reçu Carbone et Silicium parce que je suis en train de regarder les prix du libraire en bande dessinée. Je sais que Alice de Patrick Sénécal et Jake Dion sont en nomination. Félicite. C'est vraiment cool de les voir là. Il y a La Bombe aussi, je pense, qui est en nomination. Oui. Ensuite de ça... C'est quand même surprenant que de la porn soit en nomination. Innocent. La bombe. Innocent. La bombe. Ensuite, tu as deux... c'est quoi les autres trucs? Là? J'ai pas la liste de Il y a Clyde Spence que j'avais parlé dans mes poisons, là, genre 6 mois. Là. Oui, puis il y avait Carbone et Silicium, puis j'étais curieux parce que ça me parlait de science-fiction, ça avait l'air d'un beau volume. Puis finalement, je l'ai reçu, je l'ai lu. J'en ai que toi tu l'as eu aussi, je te l'ai prêté à Alan et j'aimerais faire un tour de table comme on fait à chaque fois et je commence par Alan. Je me suis rendu à 50 pages, après j'ai tourné des pages, puis à 140 j'ai arrêté. Et pourquoi?
Le style graphique me convient vraiment pas. S'il y a quelqu'un d'autre qui ose me parler des pieds de Rob Liefeld après avoir lu cette bande dessinée-là, puis dire que Rob Liefeld, c'est pas des pieds, j'y casse la gueule, c'est sûr et certain, puis j'y arrache les 2 pieds. Non, le style graphique ne vient pas me chercher pantoute. Et il y a eu un problème avec la BD, c'est que je pense que c'est au mystérieux étonnant que j'ai entendu dire ça aussi, là, puis ça m'énerve des fois de répéter, là. C'est que la BD se pense plus intelligente qu'elle l'est, puis ça m'a comme insulté. Ben, moi, ce que j'avais décrit sans par... compter que j'ai lu 50 pages, là, puis je pense que j'ai été rendu à 28 topics différents lancés qui n'ont jamais été développés. C'est mon point du pourquoi que je trouve la BD voulu le plus brillant. Elle lance des affaires, des principes, des concepts à gauche, à droite, mais elle ne développe rien. C'est un peu ce que je t'avais écrit quand je t'avais dit la première fois que je vous en ai parlé. J'ai dit c'est un peu pompeux. Moi, j'avais utilisé ça comme expression en voulant dire que des fois, ça se donne un peu... tu sais, genre, j'ai une liste de sujets très à la mode et très discutables, et là, je vais les cocher un après l'autre. Ah, c'est celui-là coché. Le problème LGBTQ. Ah, celui-là coché, celui-là coché. Ça y passe tout. Moi, honnêtement, ce bout-là m'a dérangé effectivement aussi, mais on dirait qu'à un moment donné, j'ai comme fait, garde, c'est dessus, je vais passer outre ça, je vais me concentrer juste sur l'histoire des 2 androïdes, puis j'ai fini par passer par-dessus, mais effectivement, je t'avais écrit dans... Tu sais, moi, l'adverbe que j'avais utilisé, c'est pompeux. J'avais trouvé que ça se donnait, tu sais, comme... c'est le fun de la façon que tu l'as décrit. Je les ai pas entendus, les mystérieux, en parler, mais effectivement, c'est drôle. J'avais... Comment je pourrais dire ça? Pompeux. Je pense que j'ai pas d'autres mots pour ça. Jean-Nic? Moi, là, ce que vous semblez y reprocher, je l'ai vu aussi comme problème. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Par contre, j'ai eu beaucoup de difficultés avec la première partie de la bande dessinée. Non, c'est surtout là, hein? Oui, puis c'est ça. Puis le gros du problème est là parce qu'il y a 2 affaires que j'ai pas aimées. Là. Les visages des personnages, le style n'est pas venu me chercher. Là, ça, j'en rejoins Alan. Par contre, tout le reste, les décors, la physique, le choix des couleurs, c'est venu me chercher. Pas les visages. Puis c'est quand même vraiment important. Puis je trouve qu'il l'a pas avec les scénarios, pas avec le scénario, avec les dialogues. Puis le problème, c'est que dans la première partie, c'est de la bande dessinée de science-fiction, tu sais, qui veut faire de l'anticipation beaucoup. Puis au début, on est à une époque qui est très près de la nôtre. Puis les dialogues, comme vous dites, là, sont très... Ils essayent de toucher à peu près tous les problèmes qu'on vit présentement, puis de faire une critique sociale. Puis il en dit beaucoup, puis il aurait pu en dire pas mal moins, puis en montrer un petit peu plus. Puis ce problème-là disparaît un coup qu'on est rendu dans le futur, parce que là, il peut laisser ses personnages aller pleinement. Puis, les problématiques, il peut les illustrer comme il veut, il peut montrer sa vision de l'humanité, puis il n'y a pas besoin d'avoir des grands dialogues qui viennent surexposer ce qu'il veut dire. Ben, c'est spécial parce que la première partie, effectivement, là, est très critique, puis elle est très j'expose, puis elle est très je veux être un peu à la mode de ce qui se discute, mais dans la deuxième partie, là où je te rejoins, c'est que ça devient un peu plus personnel. Hein? Ça devient un peu plus les 2 androïdes qui se cherchent, puis chacun a leur définition puis leur façon de voir la vie, puis ils ont un regard externe sur ce qui se passe devant eux. Puis plus ça avance, plus moi j'ai trouvé ça intéressant. T'sais, plus vers la fin, je me disais, crime, c'est le fun ce qu'ils voient, puis ils sont un peu partout à travers le monde, devant des problématiques différentes, puis des fois, c'était très négatif au début, comme quoi, on connaît le refrain, on est tous mauvais, on est tous dégueulasses, et tout est pourri, puis on va tous mourir. Mais vers la fin de la BD, il y avait quand même des petits sparks de positif, une fois de temps en temps, sur la façon dont les 2 androïdes nous regardent vers la fin. Même si tout est décaliste, même si c'est une dystopie, même si, à la 1984, on a l'impression que c'est fini, mais il y a encore des petites étincelles de positif là-dedans, sur la façon dont ils nous regardent se refaire, puis il semble être convaincu à la fin du livre que c'est un cycle, puis que ça revient et ça repart, puis qu'on se débrouille, puis que le fait qu'on vit des vies très courtes fait en sorte qu'on est comme un peu plongé dans ce cycle-là, qu'on n'est pas capable de partir, qu'on n'est pas capable de s'enlever. On peut pas s'élever au-delà de notre condition. Parce qu'on est toujours dans un cycle très court. Ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Ça, c'est le bout, moi, qui m'a le plus, qui m'a fait faire comme wow. Puis, oui. Le problème, c'est le chemin pour y arriver, là, parce que je fais rien que feuilleter parce que j'ai encore la BD devant toi. C'est parce que, comme on dit au début, là, la première partie, il y a beaucoup de dialogues, on y va beaucoup sur la science-fiction, on y va sur les problèmes de famille, sur plein de problèmes, sur plein de trucs éthiques. Sauf que, avant d'arriver à ta finale qui est là, tu as le milieu de la BD où des fois, tu as des 3-4 pages où tu n'as presque pas de parole parce que tu es sur le côté contemplatif d'une évolution d'une centaine d'années qui se passe, avec pas grand-chose qui se passe. C'est que c'est pas toujours égal. Tu sais, c'est une BD quand même qui fait quoi, 250 elle est grosse, c'est un gros volume. C'est que
il va un petit peu en montagne russe sur les dialogues, sur son évolution. Donc, Il y a comme plusieurs façons de faire, puis c'est comme pas égal. Mais tu sais, vers la fin aussi, ce dont on se rend compte, c'est qu'eux nous critiquent sur notre court cycle, mais eux, sur un très grand cycle, vivent à peu près la même chose que nous autres, finalement. Là. Exact. Et c'est l'ironie de la patente. Ils deviennent de plus en plus humains à mesure qu'ils nous regardent aller. Puis ils finissent par avoir les mêmes travers que nous, mais on dirait qu'ils s'en rendent comme pas compte. Et les humains, à force de se robotiser, ça devient un certain moment dans le futur où c'est comme si c'est viré de bord complètement, puis c'est dur de dissocier qui sont les robots, qui sont les humains, puis l'humanité s'est un peu perdue et retrouvée à travers. C'est intéressant ce qu'il y a à dire, puis je suis en train de vous montrer une page, là, c'est ce qui est plate dans un podcast, là, mais c'est tellement fucking magnifique. Il y a le personnage qui est comme le docteur qui est en charge du projet avec les androïdes. Oui. Elle est en train de mourir, puis elle est sur son lit de mort, puis tous ses organes sont découpés, puis ils sont comme dans des espèces de sacs de formol pour la garder en vie. C'est dégueulasse, c'est magnifique à la fois. C'est dégueulasse, puis le fait que la façon qu'il est capable de communiquer avec le monde, c'est que son cerveau est branché sur un super ordinateur qui est encore conscient et capable de formuler ses pensées, parce que sinon, son cerveau serait très haut détérioré pour réussir à vivre. Puis ce discours-là est intéressant quand tu as dit, tu sais, j'ai passé toute ma vie dans la recherche, j'ai passé toute ma vie à vouloir, tu sais, aller au-delà de notre date de péremption, mais pas dans cette condition-là. J'ai comme pas le goût d'être comme ça. Effectivement, parce qu'elle est rendue une machine, t'enlèves la machine, elle n'est plus rien. Là, sauf que ça l'écœure de voir que la machine continue à vivre alors qu'elle, elle meurt. Et il y a une petite... c'est pas une grande subtilité, mais à ce moment-là, n'oubliez pas que c'est Carbone qui arrive pour la voir parce que c'est comme elle la traite comme sa mère. Mais elle, toute sa vie, elle a comme coupé le lien avec ses enfants, avec son mari pour s'occuper des robots de ses enfants adoptifs. Puis là, tu vois Carbone qui est avec ses vrais enfants, puis ils font comme, là, maman veut te voir, vas-y, on y va pas avec toi, fais ça vite parce que nous autres, on veut voir notre vraie mère. Puis, c'est bien rien parce qu'elle nous l'oblige qu'on est pogné avec toi. Puis, là, elle demande de partir avec l'ordinateur, puis d'envoyer ses pensées. Là, Carbone, il dit, ouais, mais si je fais ça, tu vas peut-être en mourir ou du moins, tu vas perdre toutes tes fonctions, tu pourras même pas dire adieu à ta famille. Puis, après faire ça, fait que, il y a comme une espèce de c'est un débat éthique sur c'est quoi réellement la famille puis l'attachement qu'on a avec les gens, le lien de sang. En tout cas, il y a beaucoup de trucs comme ça, plus lourds, qui sont abordés de manière intelligente. Là, ça m'a fait penser un peu à Chappie, ce bout-là. Ou quand tu as vu se downloader comme sur l'Internet, puis que là, il y a comme une espèce de discussion à savoir, est-ce que c'est vraiment vivre ou ça va-tu être toi ou c'est pas toi? Ou c'est... C'est le principe de Ghost in the Shell depuis le début. Là. Autant dans le manga que dans l'animation, c'est que si ton âme est downloadé d'un corps cybernétique au grand complet, est-ce que tu es encore un humain? Exact. Ils l'ont abordé comme ça aussi. Mais en tout cas, moi, ça m'a piqué ma curiosité pour voir ce qu'il avait fait avant. L'auteur, c'est Mathieu Bablet. Je sais qu'il a fait Shangri-La, je pense qu'on m'avait conseillé. Mais moi, ça m'a assez piqué ma curiosité pour aller le chercher. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a certaines faiblesses. T'sais, au début, puis je réitère ma première critique quand je vous avais écrit, c'est très pompeux. Effectivement, il y a eu un bout où je me suis dit, s'il n'y avait pas une checklist pour des prix, là, genre pour plaire à un public, là, c'est genre, ça, j'ai parlé de ça, eux autres, ils vont aimer ça. Ça, j'ai parlé de ça, eux autres, ils vont aimer ça. J'ai hâte de voir comment ça va vieillir, parce que c'est ça donne l'impression que c'est très 2021 dans son approche, puis avec ses problématiques, puis tout. J'ai hâte de voir dans 20 ans, quand on va relire ça, si ça va avoir encore le même punch, puis le même impact. Mais en tout cas, en ce moment, c'est intéressant ce que ça raconte. Donc, n'aie pas peur, Jake. Je pense que Alice est encore en bonne position de remporter le prix. Go Alice! Go Alice, go! D'ailleurs, on reparlera de Sénécal. Il sort son prochain livre dans les prochaines semaines. Mois d'avril, je pense. Flo, puis ça m'intéresse beaucoup. Livre qui va être écrit à travers le journal d'une petite fille. Puis ça va être juste des extraits de journal, là, de journaux. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ça risque d'être fort intéressant. On vous en reparlera. Bon, on arrive à mon bout. It was Agatha all along. Ouais, Agatha Christie. Et que je vais pouvoir me défouler. WandaVision, épisode numéro 7. Alors tu m'avais presque convaincu, Jean-Nic, que le vilain de la phase 4, ça allait être Scarlet Witch. Puis je trouvais tellement que c'était une bonne idée que je me suis dit c'est trop bon pour que ce soit ça. Et que ce soit pas Agnès, l'espèce de voisine, c'était tellement évident qu'il y avait de quoi de louche avec elle qu'à m'amener, ça allait finir par... ça a pété cette semaine. It was Agatha Harkness all along. Donc, c'est pas de la faute à Scarlet Witch.
Ben, c'est pas plus la faute d'Agnès. Ben, ça a l'air d'être elle qui est pas mal en arrière. Ouais, ça, c'est ce qu'ils nous ont laissé à la fin. Je suis pas convaincu que c'est elle totalement non plus. Vous n'êtes pas convaincu? Je crois que c'est Mephisto. C'est Mephisto. OK, non, avant que vous continuez à parler, là, je vais faire un petit round-up sur pourquoi que le monde parle de Mephisto, puis après, je vais parler du fait que le monde lit trop IGN, des affaires dans le genre, puis que vu qu'on est en mode pandémie, on regarde vers le futur et on a oublié de regarder vers le passé parce que depuis 1 an, regarder dans le passé, c'est plus quelque chose qu'on aime faire, OK? Madame Agnès Arnès, c'est comme une sorcière qui a entraîné dans les BD Scarlet Witch, qui l'a aidé à contrôler ses pouvoirs. Elle fait partie du monde qui était là aussi quand ses enfants ont été créés. Puis le fait qu'on parle toujours de Mephisto, c'est qu'il parlait toujours qu'il y avait une partie de Mephisto qui était dans la création des enfants. Une partie de son âme, c'est ça? De son âme, qui était dans la création des enfants de Scarlet Witch. Et Agnès, elle, c'est celle-là qui est morte aussi pendant Avengers Disassemble. Scarlet Witch l'avait tuée. Donc, c'est un personnage qui n'existe plus vraiment dans l'univers de Marvel. Donc, c'était juste quelqu'un qui l'entraînait dans ses pouvoirs. Puis, c'était comme une vieille grand-mère. Donc, c'était une vieille crone, une vieille sorcière. Ben, c'est une sorcière de Salem, en fait. Là. OK, c'est que là, on parle de magie, on parle de sorcière. OK. Là, on va regarder dans le passé qu'est-ce qui s'est passé. Si on retourne à la création de Scarlet Witch et de Pietro, donc Quicksilver, dans l'univers du MCU, ils ont été créés à partir du Tesseract, qui était le gem de l'espace, donc le Space Gem, qui contrôle comme un petit peu le temps et l'espace et la réalité aussi, qu'on a vu Loki souvent faire avec. C'est Hydra qui avait ce calice de Tesseract-là. Depuis le premier épisode, qu'on voit des publicités de Hydra un petit peu partout. Agnès, possiblement, c'est du Hydra. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas encore vu Black Widow qui est exposé de nous aligner un petit peu sur les méchants qu'il y avait. Mephisto ne sera pas le méchant de Falcon puis Winter Soldier. Ça risque encore d'être Hydra. Et si Agnès a des pouvoirs similaires à Scarlet Witch, je ne sais pas de la style de magie. Il n'y a pas de magie dans Scarlet Witch. Il y a rien que le Doctor Strange qui en a. C'est possiblement quelque chose de Hydra. Puis elle aussi a été touchée par le Tesseract. C'est ça, toi, ta théorie? Mais il ne faut jamais oublier que même si tu as lu du comic beaucoup, si on veut y aller dans le comic puis des parallèles qu'on peut faire, combien de fois Hydra a réécrit l'histoire pour que les nazis aient gagné la guerre mondiale? Ouais, t'as raison. Puis ça a même été fait dans Angel of Shield une couple d'années, parce qu'il avait utilisé un logiciel informatique pour créer une matrice où ce que Hydra avait gagné. Donc, tu sais, il faut lâcher le supernaturel avec Scarlet Witch. Puis le fait qu'ils ont ramené Peter Evans, qui était juste un fanservice tellement crasse là, pour rien. Là. Hey, ça, c'était cheap move. Hein? C'est juste pour nous dire, regardez, on sait qu'on a acheté Fox puis que ça fait partie de notre univers d'une certaine façon, là, mais ça sert à rien. Et Michael Fassbender ne re-signera pas, là, OK? Il ne reviendra pas. Là. Personne ne va revenir. Puis les mutants là, sont à 5-6 ans là, des tournées parce qu'ils ont toute une phase 4 à retourner au grand complet avec d'incorporer les mutants. Hey, ils n'ont même pas encore commencé à tourner une séquence de Fantastic Four. Ils n'ont même pas encore sorti le casting. C'est qu'on est fucking loin des mutants. Donc, moi, en tout cas, tu m'arrêteras là, mais moi, mon feeling, c'est que les mutants, là, c'est créé par l'espèce de. Ils appellent ça le X, là, l'espèce de barre. Non, oublie ça. Le X, il n'y a rien Monica Rambeau qui va pogner ses pouvoirs de photon de basse à travers ça. J'ai même pas vu les épisodes. C'est ça qui est le pire. J'ai arrêté que Peter Evan est arrivé. Mais Monica Rambeau, oui, son pouvoir de photon va l'avoir pogné en traversant ce mur-là 2-3 fois. C'est fort possible. Là. Il fallait qu'il trouve un moyen de donner ses pouvoirs, mais en tout cas. J'ai hâte de voir. Là, le dernier épisode se termine où on voit justement Agatha Harkness descendre dans un sous-sol. Il y a un livre qui semble être un peu imbibé de magie ou whatever. Et là, on voit que dans une séquence que j'ai trouvée brillante, parce que moi, j'aime le style de l'émission depuis le début. Je m'en cache pas. J'aime beaucoup le campiness, la façon dont on tourne ça à travers les épisodes, qu'on garde ça un peu avec des jingles, des fausses pubs, des parodies d'émissions à travers les années. Moi, honnêtement, je trouve ça beau. J'aime ça, voir ça. Et je dois avouer que la séquence finale avec Agatha m'a vraiment fait rire. Vraiment fait rire. Sans compter que la séquence finale de post-générique avec Quicksilver là, prouve encore qu'il y a quelqu'un qui est en haut de elle. Exact. Mais je vais te dire une affaire. Moi, cette séquence-là, là, avec la petite ritournelle, là, où ce qu'on voyait Agatha arriver dans le X. Qui a tué le chien. Ah oui, puis qu'elle a tué le chien. Honnêtement, là, moi, j'ai trouvé ça fucking drôle. Là. Puis je sais pas si c'est parce que je l'écoute avec un certain... Je sais pas. Depuis le début, moi, je suis conquis par cette série-là. Je la trouve différente.
Puis tu sais, les épisodes que j'ai le moins aimés sont les épisodes que le monde ont le plus aimé parce qu'ils étaient plus MCU. Tu sais, l'épisode qui nous rattrape tout, puis qui nous montre tout, puis là, j'ai fait, tu sais, ça, c'est très MCU. Tu sais, c'est très recette de film de Marvel. Tu sais, moi, toutes les fois que l'espèce de FBI, puis la fille elle est là, puis que... Si on fait abstraction des moments là, qui sont justement comme des parodies de sitcom, c'est un film du MCU, là, assez traditionnel. Exact. Ça prend pas de risque, c'est la même structure. Puis... Oui, t'allais dire, Alain? Moi, ça me fait juste confirmer que j'ai aucun intérêt de continuer cet univers-là. À la phase 4, pour toi, c'est fini? Moi, c'est mort depuis 4-5 films minimum. Là. Depuis que c'est devenu le James Gunn Universe, que j'arrête pas de chialer, que c'est rien que rendu de l'humour, puis qu'il n'y a plus aucun scénario qui a eu de l'intelligence de plus. Black Panther était le dernier qui était correct, mais encore une fois, c'était un Roi Lion. C'est que le film était bon une fois, que tu le réécoutes, tu vois toutes ses faiblesses. Winter Soldier reste le dernier bon film, sinon. Je te dirais qu'Infinity War a une petite place spéciale dans mon cœur. Infinity War, c'est parce qu'il y avait des bonnes séquences d'action, puis le film s'enlignait sur quelque chose de bien, sauf que de la façon qu'ils ont rattrapé avec le blip du 5 ans plus tard, créé quelque chose de bizarre. Moi, je fais partie du monde que Tom Holland, plutôt que le revoir en Spider-Man, je préfère avoir un cancer de la prostate, ça me ferait moins chier. Mais, c'est rough, là. Je le déteste de façon assez solide. C'est rough en tabarnak. Mais tu sais, non, c'est un univers qui m'intéresse plus de plusieurs films parce qu'ils se forcent plus. Ben, ils sont sur un air d'aller, puis mais tu vois, ils ont tenté de se réinventer. La façon dont, tu sais, comme ça a starté WandaVision, moi j'étais intrigué, j'ai fait comme, oh wow, quelque chose que je suis pas habitué de voir. Ouais, mais le problème, c'est que, tu sais, j'attends, je laisse la chance au coureur. Pour le moment, ça sert à rien. C'est comme rien qu'un choix esthétique / humoristique. Mais présentement, ça n'apporte absolument rien à l'histoire, le fait qu'il ait fait ça. Puis là, moi, mon plus gros problème avec ce show-là, c'est qu'ils ont des personnages vraiment le fun. Tu sais, comment ça s'appelle? Le Whis, qui était interprété par Kat Dennings, qui était dans Darcy quelque chose. C'est la plus belle femme au monde. Genre, je suis vraiment content de la revoir. Il y a de quoi faire avec son personnage, puis elle sert à rien. La même affaire comme le policier du FBI, il est super drôle, là, qui vient de l'univers d'un Ant-Man. Et sérieusement, ils n'ont rien écrit. Ces deux personnages-là, ils ont full de répartie. Et tout ce qui sert dans les épisodes, c'est à faire l'exposition. Ils racontent aux personnages qu'est-ce qui se passe en même temps qu'ils racontent aux spectateurs parce que le scénario n'est pas capable de nous l'expliquer comme il faut. Les personnages ont littéralement aucun développement, aucune personnalité. Ils servent bien qu'à faire des jokes et à nous expliquer l'histoire. Ça, puis l'espèce de gars à la tête du Sword, ça vient mêler les cartes. Là. Lui, il voulait Vision pour en faire une arme. Là, c'est-tu lui le méchant? Ben, c'est Scarlet Witch ou c'est Agatha? Ou c'est... Là, ça tire d'un... Puis là, il reste 2 heures. Là. Il reste 2 heures pour rapper ça. Là. C'est-tu moi ou 2 heures pour rapper ça? C'est pas beaucoup? Ben, mais c'est parce que ça va bien prouver un point, là, c'est que... Tu sais, il disait que les émissions vont être importantes, là, mais ça risque encore d'être du 10 heures de TV pour un 15 secondes qui est important. Là. Ah, c'est sûr. C'est-à-dire quand Doctor Strange va arriver à la fin. Les 5 dernières minutes, c'est tout ce que tu vas avoir besoin de savoir pour embarquer là-dedans, parce que sa série TV, tout ce qu'elle a fait, ça va servir à rien. Des émissions peut-être comme Winter Soldier, puis avec Falcon, peut-être à cause qu'il va y avoir plus d'action, ça va plus driver là-dessus, peut-être qu'il va y avoir des petites nuances, mais ça dépend où on va revoir ces personnages-là encore. Là. Loki, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça peut setter. Moi, c'est encore ça qui m'intéresse le plus. Loki, encore une fois, là, comme je vous parlais, là, du fait du Tesseract, tout le show de Loki tourne alentour du Tesseract. Il l'a volé dans la fin de Endgame. C'est que le Tesseract est encore présent dans cet univers-là. Le fait que ça va être Doctor Strange contre le multivers, le Tesseract risque d'avoir un impact là-dedans. Parce qu'ils l'ont sorti en gros plan sur un écran IMAX. La mallette faisait 72 mètres par 90 mètres. Là. Il fallait qu'on le voie que Loki pensait que le Tesseract, ça fait que ils n'ont pas fait autant d'exposure parce qu'il ne faut pas oublier qu'Endgame était une publicité pour leur série TV. Et ce qui allait se passer par après, c'est l'élément déclencheur qui va partir tout ça. Le Tesseract contrôle le temps et l'espace et on s'en va dans le multivers. Moi, je m'attends encore à voir Doctor Strange à la fin de cette série-là. Bon, c'est sûr, le tournage a commencé dernièrement, puis c'est la scène post-credit qu'il va y avoir, c'est sûr que ça va être ça. On s'attend à ça. Bref, on va voir, il reste 2 heures d'émission, fait que probablement qu'au prochain podcast, on va pouvoir wrapper ça pour savoir où est-ce que ça s'en va, mais j'ai encore la ritournelle de Agatha Harkness dans la tête.
Hey, puis merci de faire des émissions de 45 minutes qui se terminent après 32. Hey, c'est-tu Il y a terrible, sérieusement ça? 10 minutes de générique. Là. Ça, c'est tellement terrible. lame. Hein? Moi, je regardais ça, j'étais avec ma blonde, j'étais comme, wow, 42 minutes, on va en avoir, on va en faire un bon bout aujourd'hui. Non. Pardon, il a fallu que j'achoume là-dessus. Et, on termine avec le Spawn Universe. C'est quoi le Spawn Universe, Alan? C'est Todd McFarlane qui retourne en enfance, même s'il est rendu relativement vieux. Il a toujours du fun à faire ses figurines qu'on n'arrête pas d'acheter de DC. Il est toujours en train de triper et faire des vidéos là-dessus. De plus, Spawn 300, depuis qu'il avait fait exploser le pouvoir de Spawn pour aller faire sortir toutes les Spawns à travers l'histoire, toutes les figurines qu'il a créées de Spawn dans les 30 dernières années, il veut les incorporer dans sa bande dessinée, puis il veut juste avoir un gros fun fou. Tu sais, c'est lui qui a écrit la série depuis le numéro 250. Il a repris le contrôle de tout ça. Et contrairement à plusieurs industries où ce que le comic va plus ou moins bien, bizarrement, Spawn, pendant la pandémie, ses ventes ont augmenté de entre 2 et 400%. Aïe aïe. Aïe aïe. Mais comment ça se fait que... J'ai le goût de te poser la question. Comment ça se fait qu'à travers tout ce temps-là, depuis les années 90... on n'avait jamais fait un expense de son univers. Tu sais, les Turtles l'ont fait, ça n'a pas été trop long. Là. Parce il l'a fait, puis il s'est fait actionner par tout le monde qui a perdu ses personnages. Parce que faut pas oublier, mais Angela, mais t'as lu Invincible, puis t'as vu que tu voyais Savage Dragon et compagnie à travers. Il ne faut pas oublier qu'il y a une certaine pomme. Puis même Spawn était mentionné dans ces séries-là par moment. À l'époque, à la fin des années 90, Image Comics était un univers consensuel. Effectivement, tu as raison. C'était le même principe avec Top Call. Leur personnage était tout d'un univers qui était consensuel. Mais et ça a été arrêté. Puis sans compter qu'aussi que McFarlane a lâché Spawn pendant un méchant bout de temps. Oui, c'est effectivement. Il est revenu à peu près vers quel numéro? Il est revenu au numéro 250. Et est-ce que ce serait un bon numéro pour commencer? Ben, c'est le reboot de la série. Je ne sais pas combien de fois que je te l'ai dit, c'est vraiment le reboot, parce qu'il ne faut pas oublier que des entours du numéro 200, Al Simon c'était mort, puis c'est quelqu'un d'autre qui l'avait remplacé. Puis c'est vraiment à la mort de ce personnage-là que Al est revenu au numéro 250, puis que Todd McFarlane l'a ramené, puis il a reparti sa série-là, puis à partir du numéro 300, vu qu'il a pété un milestone, il a dit je me tape un fun fou, là. Je me casse pas la tête d'un gros affaire compliqué, c'est que j'explose mon univers, puis j'embarque avec les fans, puis il y a le monde qui tripe dessus, puis vu que ça a eu beaucoup de publicité, le numéro 300, parce que c'est un gros fucking milestone, puis que le monde, possiblement, qui a embarqué là-dedans, ils ont fait Chris, c'est le fun. C'est que là, il a décidé d'élargir son univers. C'est qu'à partir de l'été prochain, il va lancer 4 séries conjointes, possiblement. Il va en avoir quelques-unes qui vont être des mini-séries, mais il va y en avoir d'autres qui vont se rajouter, qui vont être des ongoing aussi. Puis l'idée derrière ça, c'est comme ils disent, c'est que depuis 30 ans, il n'y a personne. Donc, il y a une génération complète qui n'a jamais pu acheter un Spawn numéro 1. Aïe, aïe, hein? Et, cherche les séries qui existent chez DC ou Marvel. On a tous pu acheter 22 numéros 1 de toutes nos séries qu'on suit. Effectivement. Tandis que Spawn, c'est jamais arrivé. Il va lancer, il donne la chance à une nouvelle génération de pas un numéro 1 de Spawn. Et au niveau marketing, c'est une idée de génie. Comment tu penses qu'ils vont vendre de ce numéro-là? C'est sûr qu'ils vont en vendre pas mal. Là. Ils vont en vendre 200-300 000 en montant. Mais quand tu parles de reboot là, au 250, est-ce qu'on parle d'un vrai reboot, c'est-à-dire qu'on repart ses origines, ou on parle de plutôt on redécolle, on fait revenir le héros puis on redécolle à partir de là? C'est qu'on redécolle après ça, parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu es rendu à peu près au numéro 250, là, Maliburgia, ça fait longtemps qu'il est pété. La guerre contre le paradis, puis l'enfer, ça a pas mal explosé. C'est que lui, il a relancé ça. Tu as Spawn qui est revenu. Tu as les anges, puis les démons qui sont pas mal ancrés sur Terre aussi, mais qui ont toujours des accès vers la maison. Mais à un moment donné, vu que Simon est arrivé, tu as les démons qui veulent comme l'éliminer de l'équation. Ça fait que pour le faire chier, pour le faire déprimer, il tue Wanda. Ça fait que sa femme, il a tué d'un accident de char, il a pété en morceaux. Ça fait que ça a découragé Spawn, qui est descendu en enfer, qui a tué l'enfer au grand complet. Ce numéro-là, sérieusement, c'est incroyable. Il n'y a pas de texte, c'est Spawn qui descend l'enfer et qui tue tout le monde. Et à la fin, il détruit son costume, il a regardé qu'un centimètre carré, puis il revient sur Terre. Mais en faisant ça, il a barré les portails entre le ciel et l'enfer. C'est que tous les anges et les démons peuvent pas retourner à la maison, sont pognés sur Terre. C'est que si tu es un ange ou un démon et tu es pogné sur Terre et tu es semi-immortel, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu te crées des empires du crime. Mm-hmm. Ça fait que là, tu te ramasses avec un Spawn qui n'a plus de pouvoir, qui combat des anges et des démons un peu partout sur Terre. Puis là, il découvre des nouveaux pouvoirs, puis il fait de la merde encore plus.
Ah, intéressant. Écoute, fait que si les gens veulent commencer, mettons, à se relancer dans cet univers-là, c'est un bon jump point. Oh oui, effectivement. Là, puis c'est pas tant de TP de ça qui sont à trouver, là, sont encore disponibles, mais non, c'est quelque chose qui vaut la peine. Puis sans compter qu'aller faire un tour sur les vidéos que j'avais mis sur la page, rien que l'équipe qui ramasse, là. Ouais. C'est ridicule le monde qui va embarquer là-dessus, c'est ridicule. Là. On va y aller avec nos poisons. Jean-Nic, j'ai le goût de commencer avec toi. Je vais faire un poison particulier cette semaine. Vas-y. Je vais vous parler de quelque chose qui a été mon fun, mais qui m'attriste un peu parce que je vous en ai parlé cette semaine. Je suis allé faire un tour aux premières vidéos à Chicoutimi, qui est en train de faire sa vente de liquidation. Dans le fond, première vidéo, pour les gens qui ne connaissent pas, là, c'était la chaîne un peu qui faisait compétition au Super Club Vidéotron. Là, c'était le Pop and Mop Store du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis avec la fermeture de... en fait, félicitations à eux qui ont su se réinventer. Là. C'est plus un club vidéo maintenant. Là. Ça s'appelle Boutique Première. Puis ils vendent des bonbons, des accessoires. En tout cas, la vocation de club vidéo fait comme disparaître. Puis on a vu dans la région, puis partout au Québec, les super clubs Vidéotron fermés tranquillement. Puis les premières vidéos, c'était comme les derniers résistants de ça. Puis là, le dernier qui ferme à Chicoutimi, ça met à terme, dans le fond, les clubs vidéo. Ah, c'est terminé, là. C'est terminé. Il restait Super Club à Jonquière qui a fermé il n'y a pas si longtemps. Il restait celui-là de Chicoutimi Nord qui a fermé aussi. Maintenant, c'est une clinique d'audioprotégiste, là. Et il y avait celui de Chicoutimi. C'était comme le dernier bastion. Je suis convaincu qu'il en louait plus tant que ça de films. Je savais même pas qu'il y en avait encore. Ouais, ça m'a fait un petit pincement parce que on a beaucoup de discussions cette semaine autour des cinémas, des salles, puis comment ça va virer, ce qu'ils sont capables de survivre. Mais un gars comme moi, là, ma génération, c'était beaucoup plus aller louer des films puis des jeux vidéo. L'importance du vendredi, d'aller louer une cassette ou d'aller louer un film que j'avais pas écrit. Les films qu'on a découverts parce que celui qu'on voulait n'était pas là puis on voulait pas attendre jusqu'à 6 heures. L'importance qui était donnée à faire des pochettes incroyables parce que c'est ce que tu voulais que les gens voient, là, la pochette qui était sur la tablette, qui attirait l'attention, même si le film était un peu mauvais. Je suis un grand fan de films d'horreur, puis ça a cultivé tout mon amour. Ça me fait comme un petit pincement là, de savoir que ce modèle-là était voué à disparaître. Puis l'arrivée des Netflix et des chaînes de streaming ont vraiment mis comme le dernier clou dans le cercueil de cette business-là. T'as-tu pogné des petits bijoux dans ta quête? Oui, j'en ai pogné un shitload. J'ai acheté beaucoup de Criterion. J'ai acheté beaucoup de trucs québécois aussi. Parce que ça, c'est des DVD souvent qui sont assez... C'est plus niché. Des fois, c'est super difficile à trouver. J'ai acheté un coffret de Robert Morin, qui est un réalisateur que j'adore. Puis c'est super difficile de se procurer ces trucs. Puis eux autres, ils les avaient toutes. Fait que j'ai passé ma journée du samedi à me mettre du gaz à lighter sur les doigts pour enlever des étiquettes. Oh, wow! Ça, c'est le grand plaisir. Bon, ben écoute... Pendant que ma conjointe essayait de faire de la place et des gros yeux parce que j'avais ramené un peu trop de DVD encore à la maison. Hey, j'y vais avec le mien. J'ai mis la main sur cet excellent livre qui s'appelle The Rise and Fall of Stan Lee, True Believers, qui est une biographie faite par Abraham Reisman, qui est un journaliste. Et quel travail qu'il a fait sur Stan Lee. Et tu sais, j'ai toujours entendu parler de l'histoire de Stan Lee, Jack Kirby, puis de comment ça s'était fait, puis la méthode Marvel, c'est-à-dire que tu sais, je t'écris 2-3 mots dans une marge, puis arrange-toi pour me dessiner de quoi là-dessus, puis après ça, je mets les mots dans les bulles, puis c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai inventé. Le personnage que Stan Lee s'était fait, la façon dont il a monté son empire, les désastres qu'il a connus avec Stan Lee Media, avec Paul, puis ça va jusqu'à sa mort, le livre. Donc, on parle aussi des problèmes avec sa fille JC, qui a essayé de l'abuser jusqu'à la fin de sa vie pour de l'argent. On parle de ses problèmes dans sa famille. On part de la Roumanie jusqu'à ici, sur ses ancêtres jusqu'à ici, pour nous faire comprendre comment il est arrivé à être Stan the Man, Stan Lee, celui qui a abandonné le nom de Stanley Lieber parce qu'il se disait qu'un jour, il allait avoir besoin de ce nom-là pour écrire un livre. Le gars qui n'a jamais vraiment lu de comic book de sa vie, que ça ne disait absolument rien, qui a eu une job de la part de son cousin Martin Goodman, qui a finalement changé son nom pour être sûr de ne pas trop se coller à l'univers du comic book, et qui a fini par comprendre que il y avait de quoi aller chercher là, puis à se bâtir une réputation, puis un nom. Tu sais, tout le début de cette industrie-là des années 30, 40 et 50, du phénomène des ghostwriters,
des contrats qui se sont fait signer, de la perte de leur propriété, de l'argent qui se sont fait sur le dos de certains. Il y a eu des écœurants dans ce monde-là. Assurément, Stan Lee n'a pas été tout à fait correct avec Jack Kirby pour même dire qu'il n'a pas été correct pantoute. Mais quand tu le compares à Bob Kane, je pense que c'est quasiment un enfant de classe, là, parce que Stan Lee était quand même agréable et gentil, puis qu'il a quand même, tout au long de sa vie, des fois donné du crédit à Kirby et Ditko, d'autres fois leur en a enlevé, des fois leur a redonné, des fois les reprenait, les ressortait, alors que Bob Kane a été un écœurant jusqu'à sa mort. Là. Dans une gang de monstres, c'était le monstre le moins pire. Ah, Bob Kane, c'était terrible. Là. Bob Kane, dans les entrevues, voulait rien savoir de Bill Finger. Il en a fait manger de la marde jusqu'à sa mort. C'est vraiment un maudit écœurant. Stan Lee, au moins, il y avait le personnage. Puis les témoignages qui sont à l'intérieur du livre sont vraiment intéressants. Tu sais, Stan Lee, c'était un naïf, c'était quelqu'un de gentil, c'était quelqu'un qui était tout le temps... Mais c'était un narcissique. C'était quelqu'un qui s'aimait beaucoup, qui aimait se voir, qui aimait se vendre. T'sais, il s'est créé un personnage et il a mis ses pions de telle façon à ce que les artistes qui travaillaient chez Marvel n'étaient pas capables de sortir de l'ombre de Stan Lee. Ça allait jusqu'à Stan Lee présente sur les comics alors qu'il n'y avait absolument aucun lien avec le comic qui venait d'être édité, mais dans la tête des gens, de tout le monde, c'était Stan Lee. Et le livre, à un moment donné, où je suis rendu un peu plus loin que cette étape-là, mais quand il quitte Marvel et qu'il décide qu'il veut faire du cinéma puis de la télé, là, puis le regard que ces médias-là ont sur le comic book, là, il le voit comme un moins que rien. Quand il est d'un party, c'est qui lui déjà? Ah ouais, il est d'un comic book. Puis la difficulté qu'il y a à vendre, puis tu le vois, les pitchs, il a retrouvé dans les boîtes de Stan Lee, dans ses archives, des pitchs de films là, sur Ant-Man, sur X-Men, sur des scripts, des idées, puis toutes des affaires que tu te dis, man, s'il avait fait ça en film à cette époque-là, il aurait été en avance sur tout le monde. Puis c'est toutes des affaires qui maintenant, ils font. Puis vraiment, là, une bonne biographie. J'ai lu un peu les critiques avant de me la procurer. Là. C'est sûr que c'est pas super tendre envers Stan Lee. Si vous voulez lire quelque chose qui va licher Stan Lee, qui va en faire un héros ou un demi-dieu, c'est pas le bon livre. Mais si vous voulez en savoir plus sur peut-être l'homme et ses faiblesses, là où il a peut-être pas toujours été correct, puis que vous êtes assez brillant pour vous faire votre propre idée de qui était Stan Lee, vous êtes capable de reconnaître son génie, de reconnaître l'héritage qu'il a laissé dans le monde du comic book, mais que vous êtes aussi assez conscient de savoir qu'il y en a fourré du monde dans sa vie, ben, je pense que c'est un bon livre justement pour découvrir cette partie-là, peut-être un peu plus noire du personnage. Regarde, je l'ai eu jeudi, puis il me reste même pas un petit quart, là, un petit quart du livre à lire, puis c'est justement sur les années de la création du MCU, puis de ses caméos, puis de comment il a réussi à se propulser comme star mondiale. Puis là, on va voir aussi, évidemment, sa vieillesse et sa mort. Puis honnêtement, vraiment, vraiment un bon livre. C'est sorti cette semaine, si vous avez le goût de lire là-dessus. Puis ça va vous donner aussi un bon... je t'avais présenté... C'est quoi je t'avais prêté déjà, Jean-Nic? C'était Slum... comment ça s'appelait, le livre sur l'univers... Je me rappelle pas du nom, mais c'était le combat entre DC et Marvel. Ben, c'est un bon complément à ça, parce que là, c'est sûr qu'on est juste du côté de Stan Lee et de Marvel, là, mais ça donne une bonne idée de comment ça se passait dans les années 30, 40, 50, dans le bullpen de Marvel. Puis c'est intéressant de voir comment ils fonctionnaient, comment ils créaient leurs personnages, comment ils créaient leurs histoires, comment des fois, là, ils créaient des affaires, puis c'était par nécessité, là, genre, il reste une semaine, puis on met ça, puis on le part, puis on le print. Puis là, tu te rends compte que finalement, tu as eu un coup de circuit. Les fois où ils se sont répondus par des comiques interposés. Tu sais, quand Kirby va chez DC, là, puis qu'il se met à faire des personnages Funk Frank de Fuzz, puis que c'est clairement Stan Lee, puis que c'est un écœurant, puis que c'est un gars qui s'aime, puis que c'est un gars qui signe des contrats, puis que... Tu sais, c'est vraiment intéressant. Sérieusement, très très bon livre. Je vous le conseille fortement. Ça s'appelle True Believer, The Rise and Fall of Stan Lee par Abraham Reisman. Je vais le finir bientôt. Si jamais ça t'intéresse, Jean-Nic, je peux te le prêter. Vraiment, je sais que t'aimes pas Marvel, mais tu vas peut-être apprendre des trucs là-dessus. Peut-être. Alan, on finit avec toi? Moi, je vais y aller assez random parce que ces derniers temps, à part lire du single, je suis pas dans des grosses lectures, donc je lis beaucoup trop de choses, c'est le séparé. Mais je vais continuer sur le post que j'ai fait à l'après-midi sur Facebook puis sur Instagram pour parler de la série que je suis en train de lire chez Booms Comics qui s'appelle House of Threads, qui est basé sur le roman du fils de Frank Herbert et de Kevin J. Anderson, de Brian Herbert qui avait écrit ça à l'époque. Puis, ça fait partie des séries de livres qu'il y a eu sur House of Threads, House Harkonnen. Il y a eu la trilogie sur le djihad butlérien aussi, qui explique finalement la guerre des robots là, qu'il y a eu dans cet univers-là. C'est juste pour en parler parce que dernièrement, on avait eu aussi la bande dessinée qu'on avait lue de Dune.
C'est juste que je suis content qu'on dirait qu'avec la venue du film de Villeneuve qui a été reporté, là, c'est qu'au niveau de la BD, enfin, on s'intéresse à cet univers-là qui est riche, qui est gros, puis qu'on ne le dira jamais suffisamment, qui est ardu, qui est lourd, et que pour n'importe quel néophyte qui se lance dans sa BD-là, puis qui refuse de se perdre, puis d'y donner une chance, puis de pousser sa lecture, c'est que tu fasses des murs rapidement. C'est que la BD, c'est tellement le fun de pouvoir justement imager cet univers-là, et plutôt que d'essayer de se casser la tête, puis de la comprendre, le voir en image, puis surtout qu'aussi que la BD permet, en plus des images, d'avoir un texte qui est épuré. C'est plutôt que se ramasser d'une lourdeur de descriptif ou des lourdeurs de dialogue entre personnages, des fois qui sont interminables. Tout est simplifié, ce qui fait que ça nous permet de plonger plus vivement dans l'histoire et aussi dans les personnages qu'on découvre en images aussi. Donc, c'est plus facile de les assimiler et de les comprendre. Je suis vraiment content qu'on s'intéresse à cet univers-là, puis peut-être qu'on va aller chercher une nouvelle génération de personnes qui pourraient s'intéresser à ça, puis peut-être lire les romans par la suite. Mais je trouve que ça a pris du temps, mais on a une chance, là, puis pour toutes les personnes qui ont du retard puis qui veulent découvrir ça, la BD qu'on avait lue, qui était sortie, qui était la première partie. Là, ça qui donne est des sortie, dessins qui sont incroyables. C'est un des univers dessins, qui est puis riche pour faire de beaux dessins, on va se le puis dire. même chez Boom, les comics sont super beaux, les dessins sont super beaux. Puis justement, les deux auteurs, Brian Ebert et Kevin J. Anderson, sont derrière le scénario de la bande dessinée aussi. C'est que même dans BD qu'on avait lu, moi plutôt Martin, les deux sont en arrière encore de ça. C'est que eux, depuis la mort de M. Ebert, ils continuent la legacy de Dune. Puis là, présentement, ils sont en train de l'en transposer en BD. J'espère juste que c'est quelque chose qui va fonctionner, puis qu'on va voir d'autres choses à travers le temps, et que ça va nous permettre à beaucoup, beaucoup de gens de découvrir cet univers qui est riche, puis qui est merveilleux de la science-fiction. Merci beaucoup, Alan. Messieurs, on se retrouve dans 2 semaines. Hey, Certainement. avant de finir, j'ai une requête. Oui. J'ai pensé à toi parce qu'on parlait de WandaVision tantôt, puis avant de partir, j'aimerais ça vous entendre, parce que Elizabeth Olsen a dit que dans le dernier épisode, on aura un caméo qui va être aussi gros que Luke Skywalker dans Mandalorian. Mm-hmm. J'ai une théorie, j'aimerais vous entendre sur qui vous pensez qui va être comme le moi, je te l'ai dit tantôt, je pense que ça va être Doctor Strange. Doctor Strange. Toi, Alan? Ah, ça va être Spider-Man. Voyons donc. Spider-Man, avec Tom Holland. Moi, je pense, j'ai lu des théories cette semaine parce que dans l'épisode cette semaine, il y a un personnage qu'on voit, un espèce de culturiste là, qui essaye d'empêcher Vision puis Darcy de partir. Hein. Mm-hmm. Puis avec le logo qu'il a puis son scheme de couleurs, ça sera un personnage qui s'appelle The Sentry, qui a pas été utilisé par Marvel. Puis là, tu sais où je m'en vais. Non, regarde, ferme la caméra, ferme tout, mets ça off. Parce que Monsieur Soleil, là, on oublie ça. Il a été ramené et repopularisé récemment dans l'univers de Marvel par Jeff Lemire. Non, c'est Bendis qui l'avait ramené, Chris. Dans l'époque de New Avengers qu'il l'avait ramené, OK? Tout ça était un élaboré piège pour nous ramener Jeff Lemire avant la fin du podcast, c'est ça, là? C'est comme la post-credit scene du podcast. Tu sais que Jeff Lemire, le floppé, son retour, Brian Michael Bendis a fait une meilleure job en 2000 pour le ramener. Je ne les connais pas ni un ni l'autre, mais je suis pas mal sûr que Lemire a fait une meilleure job. Non. Martin, tu te rappelles-tu à l'époque où finalement l'auteur de bande dessinée s'était repointé dans BD pour expliquer le fait que c'était un fou qui n'avait pas vraiment de pouvoir? Mm-hmm. Ouais, c'est ça, Sentry. C'est que non. Martin est encore découragé, je pense. Ah non, moi, écoute, je peux pas croire que je me suis fait cracher à la fin de l'épisode avec un hostie d'affaires de Jeff Lemire, je peux pas croire. Là. OK, messieurs, donc dans 2 semaines. Dans 2 semaines?